Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le coup d'envoi de la journée d'action contre la réforme des retraites. La grève dans les transports a commencé il y a 1 heure. Deuxième mouvement en 2 semaines. Jusqu'où peut aller la contestation? Agnès Molinier sera en direct avec nous. La France confrontée à un nouvel enlèvement en Afrique. 3 marins du groupe de transport Bourbon ont été kidnappés après l'attaque de leur navire au large du Nigeria. Il ne s'agit pas a priori d'un rapt politique. Les 5 Français pris en otage jeudi, eux, sont bien aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb. La revendication a été authentifiée et l'organisation annonce qu'elle formulera des demandes. Que sait-on de ce groupe? Quel lien avec Ben Laden? Nous retrouverons Dominique Derda au Niger. Le choc en Martinique, un lycéen de 17 ans a été tué d'un coup de couteau lors d'une bagarre devant son établissement en plein après-midi. 5 personnes sont en garde à vue. Le dossier de cette édition sur ces élèves qui ne supportent plus le stress de l'école, insomnie, maux de ventre et même phobie. Faut-il invoquer la pression de la sélection? Une enquête révèle qu'ils seraient en tout cas de plus en plus nombreux. Enfin, une page santé avec la folie des faux ongles. Les boutiques se multiplient, couleurs, motifs, on verra que tout est permis, même le plus excentrique, mais attention aux escroqueries. Bienvenue dans ce journal, c'est donc un nouveau test pour le gouvernement et les syndicats. 231 manifestations exactement sont prévues demain dans toute la France contre la réforme des retraites. Le mouvement fait sentir ses premiers effets dès ce soir avec l'entrée en grève des cheminots et un trafic très ralenti. Reportage et prévisions pour demain, Romain Boutilly, Guillaume Beaufils. Valise en main, celui-ci partira bien avant les perturbations. Gare Montparnasse, la grève va officiellement commencer. Pas d'impact pour l'instant, mais les voyageurs scrutent les tableaux d'affichage, histoire de s'organiser. J'espère pouvoir rentrer chez moi ce soir et demain je me déplacerai à pied. Moi je soutiens la grève. Si j'avais été là, je crois que j'aurais fait la grève. Je pense pas que ça bougera grand-chose. Alors si c'est pour refaire du mouvement, gêner les usagers... Car à la SNCF, le trafic s'annonce perturbé. Pour les lignes TGV, prévoyez un train sur 2 dans le nord, 1 sur 2 dans l'est et l'Atlantique, 1 sur 3 dans le sud et 1 sur 4 de province à province. Sur les TER, un train sur 2 circulera normalement, 1 sur 3 sur le Corail et 30% pour les intercités. À la RATP, le trafic s'annonce un peu moins perturbé que le 7 septembre. Sur le métro, 1 rame sur 2 en moyenne. Sur le RER A, 1 sur 2, mais attention, 1 rame sur 5 seulement pour le RER B. Si vous prenez le Transilien, attendez-vous à 2 trains sur 5, uniquement aux heures de pointe. Les bus et les tramways seront desservis quasi normalement. Attention en revanche, si vous prenez l'avion, 50% des vols à Orly et 40% à Roissy devraient être annulés, c'est plus que le 7 septembre. Enfin, les services publics seront aussi touchés, dans l'éducation notamment. 55% des enseignants du primaire ont prévu de faire grève. Certains bureaux de poste seront fermés et les hôpitaux publics tourneront au ralenti. C'est donc la deuxième journée d'action en 15 jours. Alors jusqu'où ira la contestation? Bonsoir Agnès Molinier, vous êtes en direct de la gare Montparnasse à Paris. Faut-il s'attendre à un mouvement qui peut durer et qui peut se durcir? En tout cas, David, tous les syndicats sont déterminés à continuer. Certains parlent même de grève générale, simplement, eh bien, ils ne sont pas d'accord sur la suite à donner au mouvement. Il y a un fort débat. Il y a, je dirais, d'un côté les réformistes, notamment la CFDT, qui pensent qu'il faut maintenant faire des manifestations le week-end pour qu'il y ait plus de monde dans les rues. Et puis, d'un autre côté, ce que j'appellerais les jusqu'au-boutistes, Sud ou encore Force ouvrière, qui, eux, veulent une action plus rapide, avec des grèves, pourquoi pas, reconductibles. Et puis, il y a la CGT, eh bien, elle qui est partagée entre les deux stratégies. Quoi qu'il en soit, ils se retrouveront dès vendredi matin, après les manifestations de demain. La mobilisation sera donc pour eux déterminante, ainsi que la réponse du gouvernement, car si rien ne bouge, on le voit, certains pourraient être tentés par des actions plus radicales. Agnès Molinier à Paris. Merci Agnès. Alors précisément, quelle mobilisation demain? Ce qui suit n'a évidemment pas valeur de sondage, mais l'une de nos équipes est allée à la rencontre des habitants d'une ville moyenne, Vienne, dans le Rhône. 30 000 habitants. Voici le sentiment des uns et des autres avant cette journée. Benoît Gadret, Thierry Monnier. C'est le plus gros lycée de la ville, 1800 élèves. Dans cet établissement, la grève sera a priori bien suivie par les enseignants. Est-ce qu'à votre avis, le fait de manifester demain peut encore changer quelque chose? J'espère que oui. J'espère que oui. Mais sont-ce de vains espoirs? Le principal employeur de la ville de Vienne, 30 000 habitants, c'est cette usine de fabrication de produits laitiers. 400 salariés, beaucoup se disent prêts à débrayer.
Nous, on a un métier déjà qui n'est pas forcément facile, on porte des choses quand même assez lourdes, les conditions sont pas top, donc et ça, je suis pas sûr que ce soit très bien pris en compte. Faire grève, c'est une journée de salaire en moins. Est-ce que ça compte? Ça compte, oui, mais un jour, pour quelques années qui vont compter, qui seront importantes, je pense qu'un jour, c'est rien. Pour d'autres, pas question de faire grève. Et ce pour diverses raisons. Quand on suit la grève tout le temps, il y a un gros impact au niveau financier. Ouais. Et parfois, on ne peut pas suivre. Je ne suis pas complètement d'accord avec les revendications. J'en ai un peu marre d'entendre qu'il y en a qui sont privilégiés, d'autres non. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un système valable pour tout le monde pareil. Le 7 septembre dernier, près de 3000 personnes avaient manifesté dans les rues de Vienne. Oui, Vienne dans l'Isère et non pas dans le Rhône. Autre titre de l'actualité, je vous le disais en titre, faut-il parler de loi des séries? La France est confrontée à un nouvel enlèvement en Afrique. On a appris cet après-midi que 3 marins du groupe de transport Bourbon ont été kidnappés en mer après l'attaque de leur navire sur un champ pétrolier au large du Nigeria. Rien à voir a priori avec du terrorisme politique. Tout à l'heure, le ministre de la Défense, Hervé Morin, a évoqué, je cite, un acte de piraterie classique. Claude Sampère, Christophe Larocca. Les voici, ces fameux pirates qui sévissent au Nigeria. On les trouve le plus souvent à bord de ces embarcations rapides, lourdement armées. Leur occupation principale, l'enlèvement d'étrangers qui travaillent à proximité des puits de pétrole dans le delta du Niger. La nuit dernière, un de ces groupes a attaqué en mer le navire français Bourbon-Alexandre. 16 marins à bord, 3 membres d'équipage français ont été enlevés. Selon les autorités, il s'agit d'un acte de piraterie classique sans aucune connotation politique. Il ne faut pas mélanger les différentes situations au Niger ou au Nigeria. Je crois que les situations sont très différentes et qu'il ne faut pas faire de parallèle entre ces deux événements et ces enlèvements. Au siège de la société à Marseille se tient à l'heure actuelle une réunion de crise. Il y a 2 ans, 10 marins du groupe Bourbon avaient déjà été enlevés et ils avaient été libérés au bout de 10 jours. Et on en vient maintenant au cas des 5 Français otages d'Al-Qaïda au Maghreb, dans le Sahara. On évoquait hier une revendication officielle du groupe. Eh bien, elle a été authentifiée, c'est donc une confirmation. Loïc Delamornay, Frédéric Ranc et Sylvain Barral. Cette fois, plus de doute possible. Les otages ont bien été enlevés par Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a envoyé ce message de revendication hier soir à la chaîne Al Jazeera. Nous sommes derrière cet enlèvement. Nous prévenons le gouvernement français que nous leur ferons part de nos revendications prochainement. De New York, Bernard Kouchner a assuré que la France mettait tout en œuvre pour récupérer les 7 otages. Ça n'était pas une vraie surprise que d'apprendre que Al-Qaïda était à l'origine de cet enlèvement. Maintenant que c'est une certitude, nous continuerons à être le plus attentifs possible, à mettre tous nos moyens à la disposition de leur libération. À Niamey, cet équipage de la Marine nationale quitte son hôtel sans un mot. Les détails de leur mission sont secrets, mais le but est connu de tous. Ces pilotes de l'aéronaval vont décoller et appliquer leur science de la détection à l'océan de sable qu'est le Sahara pour localiser les otages. Tout indique qu'ils sont détenus quelque part dans une bande de plusieurs centaines de kilomètres de long aux frontières du Mali, du Niger et de l'Algérie. Certains experts parlent même du sud de la région de Tamanrasset, non seulement vaste mais surtout montagneuse. Même si l'ancien otage français Pierre Kamat ne peut situer son lieu exact de détention, il se souvient d'un environnement très difficile. Il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'ombre, donc il faut se protéger avec bien souvent des couvertures et des piquets qu'on tend pour faire de l'ombre. Il y a des vents de sable, il y a une chaleur très importante. AQMI est très active dans le sud algérien. En juin dernier, 11 gendarmes ont été tués à Tinzaoutine, non loin de la frontière malienne. La France sait donc maintenant à qui elle a affaire. Alors que sait-on de ce groupe? Combien sont-ils et quel est le lien avec Ben Laden? Questions et réponses avec Gérard Grisbeck. L'homme qui détient les otages, c'est lui, l'Algérien Abdelhamid Abou Zeid, que l'on voit ici sur une vidéo de propagande. Ce chef islamiste a combattu dans les maquis lors des massacres en Algérie dans les années 90. Alors qui dirige Al-Qaïda au Maghreb islamique? Abou Zeid n'est que l'un des chefs, mais il est le plus célèbre car le plus cruel. Spécialiste de la prise d'otages, AQMI a déjà enlevé une vingtaine d'Occidentaux, mais Abou Zeid en a tué 2, le Britannique Edwin Dyer en 2009,
et le Français Michel Germano, assassiné en juillet dernier, il avait 78 ans. Seul miraculé, Pierre Kamat, libéré il y a quelques mois en échange de 4 islamistes détenus au Mali. La liberté a un goût et un parfum qui est absolument extraordinaire. La liberté t'a donné bonne mine. AQMI opère sur une zone du Sahel vaste comme 5 fois la France. Ses chefs sont algériens, chacun à son territoire. Belmokhtar, dit le Borgne, installé en Mauritanie. Le fameux Abou Zaïd, basé lui au nord du Mali. Enfin le vrai chef, Droukdel, resté dans le sud de l'Algérie. Alors, comment est organisé Al-Qaïda au Maghreb islamique? Au total, AQMI, ce sont 4 à 500 combattants qui agissent sur un territoire immense. Le groupe d'Abou Zaïd que l'on distingue ici sur des images qu'ils ont tournées eux-mêmes, ce ne sont que quelques dizaines d'hommes qui n'obéissent qu'à leur chef et pour lesquels le combat idéologique n'est souvent qu'un prétexte. Ce sont des gangsters du désert qui, pour poursuivre leurs activités, se parent d'un prestige djihadiste et essayent évidemment de se donner le plus grand écho dans la presse internationale. Y a-t-il des liens entre Al-Qaïda au Maghreb islamique et Ben Laden? En 2007, les groupes islamistes algériens ont fait allégeance à l'organisation d'Oussama Ben Laden. Et selon les spécialistes, les contacts sont réguliers entre le désert du Sahel et les montagnes du Pakistan. On sait par exemple que c'est à la suite de contacts directs de ce type que le premier otage britannique a été exécuté par Al-Qaïda l'a été. On peut supposer qu'il en a été aussi de même pour Michel Germano. Ces hommes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ont tous les attributs du guerrier moderne. RPG à l'épaule pour lutter contre tout danger venu du ciel et téléphone satellite pour communiquer entre eux. Et puis une phrase retient l'attention ce soir, une phrase encourageante d'un porte-parole du Quai d'Orsay. Nous avons de bonnes raisons de penser que les otages sont en vie. Les mots sont pesés et sous-pesés. Que faut-il comprendre? On retrouve notre envoyé spécial au Niger, Dominique Derda. En langage diplomatique, David, cela veut dire que les services de renseignement français ont bien fait leur travail. Alors évidemment, on ne nous dira pas comment ils ont obtenu ces informations. Mais l'on peut supposer qu'ils ont réussi à réunir un certain nombre d'indices. Ces indices, eh bien, cela peut être des conversations radio ou téléphoniques qui ont été interceptées. Ça peut être des images qui ont été captées par des moyens d'observation aériens ou satellitaires. Cela peut être enfin des hommes sur le terrain et pas nécessairement des militaires. Ils peuvent être éleveurs, nomades ou commerçants, avoir côtoyé les ravisseurs, aperçu les otages et fait passer le message. Les services de renseignement français, depuis des années, ont noué des liens très étroits avec certains chefs touaregs. Dans le désert, c'est bien connu. Tout finit toujours par se savoir. Malheureusement, parfois, c'est un peu tard. Alors, il faut rester prudent, car la situation peut évoluer très vite. Dominique Derda au Niger. J'ajoute qu'Air France annonce que la sécurité de ses personnels sera renforcée dans 5 pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest. Notez aussi que les États-Unis évoquent ce soir une menace croissante d'attentats sur leur sol. D'une manière générale, l'Occident fait face à une activité en hausse de groupes islamistes radicaux, affirme le gouvernement américain. Dans l'actualité également, ce rapport en matière d'éducation. On parle parfois du stress des enseignants. Eh bien, cette enquête dévoile qu'un grand nombre d'élèves seraient eux aussi sous pression, insomnie, maux de ventre et même phobie de l'école. Des spécialistes évoquent l'esprit de compétition qui intervient de plus en plus tôt, mais aussi les problèmes relationnels avec les autres élèves. Ces enfants qui ne supportent plus l'école, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Mallory Aounou, Frédéric Faure. C'est le cocon familial qu'il ne pouvait plus quitter. À 18 ans, Alexis Durand avoue revenir de loin. Un épisode dépressif dès l'enfance, puis la découverte du collège en 6e qui chamboule tout. J'ai jamais été à ma place là-bas, je me sentais pas bien, j'avais pas de raison de rester là-bas. Ils faisaient rien pour arranger, donc au final, j'étais toujours bien chez moi. C'était quoi? C'était la pression scolaire, c'était le comportement des autres, c'était l'attitude des professeurs qui avait déclenché? C'était tout, il y avait une accumulation qui faisait qu'au normalement j'explosais entre guillemets. Colère, crise de larmes, d'angoisse. Entre les renvois et ses propres refus, Alexis se déscolarise progressivement. Aller à l'école devient une phobie. Il était persuadé que de toute façon en y allant ça allait mal se passer. Et puis c'est vrai que dans l'école, il était considéré comme un fou. Donc il était catalogué comme ça, donc c'est vrai que forcément les gens, ils venaient pas vers lui, ils avaient tous peur de lui.
Je pense qu'il y en a qui doivent se dire que ça n'existe pas, que c'est plus l'enfant qui n'a pas envie d'aller à l'école. Mais finalement, c'est une souffrance. Alexis passe des journées seul face à l'ordinateur. Les cours par correspondance l'isolent un peu plus. La solution, sa famille l'a trouvée ici, au centre de la Grange Batelière. Il ne ressemble ni à un hôpital, ni à un établissement scolaire. Il est pourtant les deux. Le cours débute à 8h30 et se termine à 11h30. Un Donc, emploi du temps, un programme comme dans tout collège. Fait par petits groupes de 8 maximum et avec des enseignants également psychologues. Chaque enfant apporte sa fêlure, chacun a connu une forme de rupture avec l'école, mais ici, on peut effacer l'ardoise. Et si Qu'est-ce que vous avez trouvé de différent avec l'école? Je suis plus encadrée et puis en fait tout le monde a quasiment un peu les mêmes problèmes donc on s'entend plus facilement aussi. Parce que moi question relation avant ça avançait pas. Ça a vraiment beaucoup changé. Je crois bien que ici je vais me plaire et ça va m'aider à me soigner. Ils arrivent à venir parce que ça devient très personnalisé. Donc, donc ils ont vraiment leur place, ils savent qu'on les connaît. Et le fait qu'on prenne en compte cette souffrance fait qu'ils se sentent compris et acceptés. Cours, soins, écoute, une prise en charge globale pour déceler les traumatismes à l'origine de ces phobies scolaires, phobies qui seraient plus fréquentes. Dans les demandes qui nous sont formulées, là, qui nous ont été adressées ces dernières années, on a des temps de rupture scolaire beaucoup plus importants que par le passé. Peut-être qu'on y fait plus attention. Il lui a fallu 3 ans, mais Alexis est redevenu élève parmi les autres, loin de son refus d'école qui toucherait aujourd'hui jusqu'à 5% des jeunes. Dans l'actualité également, la mort d'un lycéen de 17 ans devant son établissement. Il a été tué d'un coup de couteau lors d'une bagarre. Sur place, c'est l'incompréhension. Cela s'est passé à Schœlcher, en Martinique, tout près de Fort-de-France. Sophie Rodier. Les secours ont tout tenté pour réanimer l'adolescent. En vain. Il meurt quelques minutes après son agression dans l'ambulance qui le conduit à l'hôpital. Le jeune homme a reçu un coup de couteau. 2 de ses camarades sont également blessés. Hier après-midi, une bagarre éclate devant ce lycée professionnel de la banlieue de Fort-de-France. Un groupe d'adolescents roue de coups la victime, âgée de 17 ans. Une rixe ultra-violente selon les élèves présents. Un témoin affirme que les agresseurs habitent la cité Osana, un quartier populaire à proximité du lycée. Rapidement, les gendarmes ont arrêté plusieurs suspects. Devant l'ampleur du drame, les élus locaux lancent des appels au calme. Nous allons tout faire pour suivre la population scolaire qui par ailleurs a assisté à ces événements et qui doit être soutenue et qui ne doit pas non plus déraper vers quelques psychologies de revanchardes que ce soit. Ce serait la dernière des choses évidemment à voir naître ici. Les suspects placés en garde à vue sont toujours entendus par les gendarmes. Mais pour l'heure, les raisons de cette violente agression restent obscures. La politique avec, vous allez le voir, des images et une ambiance inhabituelle à gauche, ou en tout cas qu'on n'avait plus vue depuis longtemps. C'est dans un climat de gaieté, voire d'euphorie que se sont achevées les journées parlementaires socialistes à Pau. Le PS croit à nouveau en ses chances, mais Martine Aubry a lancé un avertissement. L'anti-sarkozysme ne suffira pas. La proposition doit prendre le pas sur la critique, dit-elle. Thierry Curtet, Antoine Husser sur place. Des élus socialistes souriants. Heureux d'être ensemble. L'image est suffisamment nouvelle pour la souligner. La magie des bandas n'explique pas tout. Certains veulent y voir un signe. C'est à la fois le signe d'un climat de rassemblement et d'unité qui existe maintenant au Parti socialiste et qui est loin d'être artificiel. Nous redécouvrons par certains côtés le plaisir d'être ensemble. Il y a aussi peut-être un certain bonheur à pouvoir aborder les échéances qui viennent, qui est nouveau peut-être au sein de la gauche et qui fait contraste avec une droite désunie. Ce n'est pas parce que la droite va mal que la gauche se porte bien, a averti Martine Aubry. Face aux élus PS, elle a rappelé que c'est sur le terrain des propositions que le PS gagnera sa crédibilité. Nous devons incarner la sérénité et la confiance. Nous ne devons pas nous laisser aller dans les provocations, dans les réponses aux mensonges permanents de la majorité, du président et du gouvernement. Nous devons prendre de la hauteur pour être le parti des propositions, le parti qui ramène la confiance, le parti qui dit aux Français qu'il y a une autre France possible. Devenir le chef d'un parti de proposition, mais continuer à taper sur l'adversaire. Tel est le paradoxe de Martine Aubry. Les 3/4 de son discours étaient d'abord une charge virulente contre Nicolas Sarkozy. À gauche, c'est encore le meilleur moyen de souder les troupes.
Il est 20h18, restez avec nous. À suivre, une exécution capitale rarissime aux États-Unis. Une femme déficiente mentale doit être mise à mort cette nuit pour complicité dans le meurtre de son mari. Les abolitionnistes veulent en faire un symbole. La vérité par l'image, qu'en est-il exactement de la fonte des immenses glaciers du Groenland? Notre reportage sur place. Et puis la folie des faux ongles, des plus simples aux plus excentriques. Ils sont devenus, semble-t-il, le dernier accessoire à la mode. Mais attention aux abus. D'abord donc, direction les États-Unis. Elle s'appelle Teresa Lewis, elle a 41 ans. Si rien ne se passe avant cette nuit, elle sera la première femme exécutée dans l'État de Virginie depuis un siècle. Les opposants à la peine de mort y voient un cas d'école car Teresa Lewis présente des signes de débilité légère. À Washington, Stéphane Bretner, Laurent Desbois. À 2 points près, elle échappait à la mort. 2 points de QI. Évaluée à 72 par les experts, un quotient intellectuel de 70 l'a qualifiée de déficiente mentale et commuait sa peine en prison à vie. Alors depuis sa cellule, Teresa Lewis chante en implorant le ciel. Elle n'est pas du tout un génie, non, mais elle est assez intelligente pour être tenue responsable de ces actes terriblement violents. En octobre 2002, Teresa Lewis décide de faire disparaître son mari et son beau-fils. Elle veut toucher leur assurance vie, 150 000 €. Elle recrute alors 2 tueurs, leur fournit des armes. Un soir, elle laisse ouverte la porte de son mobil-home et les assassins abattent les 2 hommes dans leur sommeil. Tout de suite, cette grand-mère de 41 ans plaide coupable. Je suis vraiment désolée d'avoir laissé tuer 2 personnes que j'aimais beaucoup. Je voudrais tant faire marche arrière. Qualifiée de cerveau du crime par la justice, son avocat plaide le contraire. Elle n'est pas retardée mentalement, mais elle en est très proche. Seule la Cour suprême aurait pu changer le cours de l'histoire. Mais hier, les juges ont décidé que Teresa Lewis était responsable de ces actes. Elle sera donc tout à l'heure la première femme à être exécutée en Virginie depuis près d'1 siècle. En bref, encore à l'étranger, le Canada touché à son tour par les cyclones. Des vents de 140 km/h et des pluies torrentielles ont provoqué de grosses inondations. Des routes se sont effondrées. De très nombreux villages sont privés d'électricité. Image ici de Beaubois dans la région de Terre-Neuve. Et à propos d'environnement, on évoque souvent comme illustration du réchauffement le recul des grands glaciers. Mais de quoi s'agit-il exactement? Le Groenland abrite la 2e plus grande calotte glaciaire au monde. Sur place, envoyés spéciaux Nicolas Châteauneuf, Emmanuel Beck. De la glace sur 3 km d'épaisseur, recouvrant une surface grande comme 3 fois la France. Quand on survole l'immense calotte glaciaire du Groenland, on a l'impression qu'elle s'étend à l'infini. Et pourtant, chaque année, elle perd 200 milliards de tonnes de glace. Pour s'en rendre compte, il faut revenir au sol, emprunter une route rocailleuse qui s'enfonce des côtes vers l'intérieur des terres et écouter Jørgen Peter Stephensen, un scientifique danois habitué des lieux. En 1983, ma femme et moi avons fait un trek dans cette région. À cette époque, la glace recouvrait tout. Aujourd'hui, elle a disparu. Après 1 heure de route, nous apercevons le front du glacier de Russell. Au Groenland, c'est l'un de ceux qui recule le plus vite. Pourtant, jusqu'en 97, il avançait. Cette avancée était due au petit âge glaciaire, un épisode froid survenu il y a 200 ans. Maintenant, cet effet a été balayé par celui du réchauffement climatique. C'est pourquoi vous voyez ce retrait. Mais en matière de glacier, il y a énormément d'inertie. Le recul accéléré du glacier engendre tout autour un paysage lunaire. Glace, roches et poussière se mélangent. Il faut faire attention à certains passages, car l'eau de fonte coule à flot. C'est ce qu'on appelle un moulin. Ça doit faire 200 mètres de profondeur. L'eau s'engouffre ici et coule sous le glacier jusqu'à la mer. Aujourd'hui, Jørgen Peter Stephensen montre le glacier à des scientifiques, des politiques et des journalistes du monde entier, comme une preuve des effets décuplés du réchauffement climatique dans les régions arctiques. Quand on reviendra dans 10 ou 20 ans, le niveau du glacier sera sans doute beaucoup plus bas. C'est vraiment un bon endroit pour prendre la mesure des changements très rapides qui ont lieu ici. L'immense calotte glaciaire du Groenland joue un rôle très important dans l'équilibre climatique. Les dernières études montrent que celle-ci fond progressivement et si cette calotte disparaissait totalement, le niveau des mers dans le monde s'élèverait d'environ 7 mètres.
En France, loin des températures polaires, nous avons connu aujourd'hui un retour de l'été. C'était d'ailleurs le dernier jour avant l'automne, 29 à 30 degrés entre le Pays Basque et Montpellier, en passant par Toulouse. Image ici pour le plaisir de la plage de Carnon, près de Palavas-les-Flots. Profitez-en, car ça ne va pas durer, des images que nous envoie Sylvain Daubat. Une page santé maintenant. Il y avait le coiffeur, il y avait le shopping. Eh bien, il y a maintenant ce que l'on appelle les ongleries. Les faux ongles sont, paraît-il, devenus le nec plus ultra de la coquetterie. Les boutiques se multiplient, mais attention aux escroqueries. Enquête Sarah Bernuchon, Joanne Nertambe. Une journée à Paris, ça commence par la Tour Eiffel, puis la pyramide du Louvre, un ou deux musées. Mais aujourd'hui, l'incontournable quand on est entre filles, c'est une pause dans ce bar un peu particulier. Sur le comptoir, pas de café, mais des vernis de toutes les couleurs. Un bar à ongles où, pour le prix d'une boisson 5 €, on s'offre une beauté des mains. Pouvoir choisir la couleur, se faire chouchouter, c'est pas un prix très élevé. Effet garanti, ici on accueille jusqu'à 150 clientes par jour. Aujourd'hui, les femmes sautent le pas et font ça aussi facilement qu'un brushing chez un coiffeur en sortant du travail. Et la dernière tendance, ce sont les faux ongles. Sur Internet, c'est même devenu un phénomène artistique. Démonstration dans cette onglerie, comptez 3 heures de travail. Il faut d'abord limer l'ongle, puis le poncer. Voici la technique dernier cri, un ongle en gel sur mesure qui durcit grâce aux ultraviolets. Et place ensuite à la décoration. À 50 € la pause, le résultat dure environ un mois. Ça va de la personne qui travaille dans les bureaux ou bien commerciale, en passant par l'étudiante qui a envie de se distinguer par une beauté des mains. Assortie à ses habits, à sa tenue, des fois pourquoi pas aux saisons. À Noël, on pourra mettre des sapins. Une mode des faux ongles qui a aussi ses limites. Marion Sorez en a fait la douloureuse expérience. Ça me brûlait complètement, donc j'ai retiré les faux ongles moi-même, hein, et donc en dessous j'avais plus d'ongles du tout, donc c'était très très douloureux. Pourquoi? C'était à vif complètement. Il y a certains ongles où je saignais et j'avais plus du tout d'ongles, plus du tout de pellicule, plus rien quoi, c'était la chair. Pas de quoi la dissuader, mais Marion s'est promis de ne plus fréquenter les boutiques à bas prix. Nous y sommes retournés en caméra cachée. Sur le trottoir, des rabatteurs proposent des tarifs défiant toute concurrence. Avec les faux ongles, ça prend plus simple, nettoyer. Et pour cause, dans le salon, des règles d'hygiène douteuses. Plus étonnant encore, certains utilisent de la superglue au contact même de la peau. Quant aux autres produits, impossible d'en connaître la composition. La composition, vous savez pas? Nous, c'est un produit qui vient d'Amérique. Mais je ne sais pas, mais les gens des LRG ou Pagine, en fait, du gel, c'est mieux. Des méthodes qui inquiètent ces dermatologues. Vernis et faux ongles peuvent être dangereux pour les mains, mais pas seulement. Ça peut donner de l'eczéma autour des ongles, mais pas tellement, finalement. C'est très souvent au niveau du visage, l'eczéma. Comme avec le vernis à ongles, puisque c'est les paupières, le visage et le cou. Donc quand on voit quelqu'un qui vient avec un eczéma des paupières ou du cou, la première chose qu'on cherche, c'est soit le vernis à ongles, soit les faux ongles. Mais face au succès de ces ongles multicolores, les problèmes restent marginaux. Un petit conseil pour rester belle jusqu'au bout des doigts, ne pas garder cet accessoire plus de 15 jours d'affilée. En bref, les hommages nombreux à Patrick Saint-Éloi. Une messe a été célébrée en fin d'après-midi, ici, en l'église de la Madeleine, à Paris, en présence notamment du ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. L'ancien membre du groupe Cassav doit être inhumé ce soir en Guadeloupe. Le coup d'envoi de la saison de danse de l'Opéra Garnier à Paris. À l'affiche de cette rentrée, 3 des plus célèbres ballets du chorégraphe Roland Petit. Il est considéré comme l'un des plus inventifs de son époque. Voici pourquoi Sophie Jouve, Didier Dahan. Avec Roland Petit, fini les tutus. Envolés les carcans de la danse classique. Ces personnages créés au lendemain de la guerre croquent la vie, quitte à la perdre. Le jeune homme et la mort, ballet emblématique, nous ouvre la cuisine de ces chorégraphies. C'est cinématographique, on est plus dans un jeu de comédien qui passe par le corps, un peu comme, je ne sais pas si on peut dire que c'est la suite des Charlie Chaplin ou des gens comme ça, mais vraiment une volonté de faire passer des émotions. Quand Roland Petit crée ce ballet, il a tout juste 20 ans, un prodige.
Son obsession, s'appuyer sur des récits comme dans cette chorégraphie Rendez-vous. Alors il sollicite les grands artistes de son époque, Prévert et Cocteau pour les histoires, Brassailles et Picasso pour les décors. Parmi tous les gens que je suis allé voir pour leur demander de travailler avec eux, ils sont tous, je veux dire, que ce soit Picasso, que ce soit, enfin tout le monde, il y en a tellement. J'ai même été voir Matisse, alors c'est pour vous dire. Un travail très raffiné du bas des jambes, comme si les pieds et les tibias avaient leur propre langage. Et dans ce ballet Le Loup, les rythmes s'accélèrent. 3 œuvres, 3 façons de travailler, avec à chaque fois cette inspiration venue d'Amérique et de la comédie musicale. Il fera d'ailleurs danser Fred Astaire. Aujourd'hui encore, Roland Petit passe aux répétitions, retouche ses ballets, comme un grand couturier, toujours insatisfait. Il a modifié la fin, il n'en était pas satisfait. Donc subitement il dit mais ça ne fonctionne pas comme ça, il faut changer, voilà, alors on va faire plutôt dans ce sens-là, alors voilà, la fille va être derrière, et en 2 minutes en fait il enveloppe ça et effectivement c'est une fin qui est magnifique. Ces contes cruels d'amour et de mort n'ont pas fini de faire rêver des générations de danseurs étoiles. 2 images de football. En Coupe de la Ligue, Monaco s'est qualifié pour les 8e de finale. Il y a moins d'1 heure sur sa pelouse. Victoire 1-0 face à Lens. But de Nicolae sur penalty. Et puis sachez que Franck Ribéry est à nouveau blessé. Blessure ici sur cette action sous le maillot du Bayern de Munich. Il sera indisponible pendant au moins 3 semaines, y compris pour l'équipe de France. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle l'un des principaux titres. La France confrontée à un nouvel enlèvement en Afrique. 3 marins du groupe de transport Bourbon ont été kidnappés après l'attaque de leur navire au large du Nigeria. Il ne s'agit pas a priori d'un rapt politique, mais d'un acte de piraterie classique, selon les termes du gouvernement. Et puis, cela fait 267 jours qu'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, ainsi que leurs 3 accompagnateurs, sont retenus en otage en Afghanistan. Nous ne les oublions pas. Merci à vous tous. Tout de suite la météo. Tania Young nous annonce l'automne. 20h35, un téléfilm inédit, La peau de chagrin. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.